Tunisia Bene House vous offre cette émission. Mesdames et messieurs, merci de toujours nous retrouver dans votre émission matinale sur Guérit TV Monde. Eh bien, nous y sommes pour le compte de ce mardi 15 juillet 2025. À suivre donc dans quelques instants les différentes rubriques de votre émission, à commencer par la revue des titres, le bulletin d'information, la météo et sans oublier la note culturelle, l'invité de votre rubrique, l'interview matinale et aussi la revue de presse réalisée par Anselme Oricha. Et pour terminer, la citation du jour. Tout de suite, Bérangère Boléan, nous retrouvons dans la revue des titres. Bérangère Boléan, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Koweno. Amis internautes, bonjour. C'est à vous, à présent, avec la revue des titres. Bien sûr, mesdames et messieurs, nous démarrons la revue des titres de ce matin par le quotidien La Boussole qui titre « Présidentielle 2026 au Bénin, quelle issue pour la mouvance ?» s'interroge le quotidien. Le pays émergent de ce matin titre « Colère, grogne et murmure dans les rangs des anciens travailleurs de la société industrielle des textiles de l'Okosa, l'honorable Dakwe Sossou, interlocuteur valable et médiateur légitime désigné par les victimes. Les oubliés de la CITES réclament justice et appellent talon au secours. La nation de son côté titre diplomatie, Diomaye Faye à Cotonou ce jour. Fraternité de son côté aborde dans le même sens et titre Diomaye Faye chez Patrice Talon ce jour. Nouvelle dynamique dans la coopération sud-sud. Sécurité, économie, France-CEA, démocratie, ce qu'il faut attendre de la visite du président sénégalais au Bénin. Le leader du jour de son côté titre en marge de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en France. Le président de l'Assemblée nationale Louis Gbagbo-Vlavonou reçu en audience par le président Emmanuel Macron. Un message fort de félicitations envoyé au président Talon pour les réformes courageuses engagées au Bénin. L'économiste à présent titre évaluation des politiques publiques. Le Bénin monte à l'échelle de la bonne gouvernance. La Banque mondiale donne la note de 3,9 au Bénin. L'emblème du jour, société et vie urbaine à Porto Novo, des fêtes qui assourdissent et approvisent. Le quotidien Matin Libre titre arrêté hors du Bénin et extradé, Hugues Sossoupe se sent piégé. Décryptage info pour terminer titre élection générale de 2026. L'ANIP transmet les statistiques de la liste électorale informatisée à la Sénat. Voilà tout ce qu'il faut retenir de la revue des titres de ce matin. Et c'est la fin de la toute première rubrique. Mesdames et messieurs, voici la prochaine, toujours avec Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. La Cour constitutionnelle du Bénin a officiellement dévoilé ce lundi 14 juillet 2025 le chronogramme des élections générales prévues pour l'année 2026. Cette publication marque une étape majeure du processus électoral dans un esprit d'ouverture, de transparence et de rigueur institutionnelle. Conformément au nouveau calendrier, les électeurs béninois seront appelés aux 1 à 2 reprises en 2026 pour les élections législatives fixées au 11 janvier, puis pour les élections présidentielles qui se déroulera en 2 tours respectivement les 12 avril et 10 mai. La réception des candidatures pour les législatives est prévue dès septembre 2025 avec une campagne électorale qui s'étendra de décembre à janvier. S'agissant de la présidentielle, les dépôts de dossiers, la campagne et les examens médicaux des candidats s'échelonneront entre
novembre 2025 et mars 2026, conformément aux exigences constitutionnelles. Ce lundi 14 juillet 2025, les épreuves sportives de l'examen du baccalauréat session de juin 2025 ont officiellement démarré sur toute l'étendue du territoire national. À Parakou, ils sont plus de 1200 candidats à se prêter à cet exercice au lycée Mathieu Bouquet, une phase décisive pour la validation du précieux sésame. Entre satisfaction et espoir, les candidats croisent désormais les doigts en attendant la deuxième délibération prévue pour ce mercredi. Reportage. Comme prévu, les épreuves sportives du baccalauréat session de juin 2025 ont démarré ce lundi 14 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, ils sont au total 1200 candidats admissibles à prendre part aux activités en vue de valider leur diplôme. Depuis le matin, on a lancé 2 activités, celle de l'éducation physique et sportive et celle des matières facultatives en musique et en dessin. Alors, les épreuves sportives ont commencé à 7 heures. L'effectif est de 1200 candidats. Ceux qui vont exécuter 3 activités, à savoir le saut en longueur, l'enchaînement et le lancer de javelot. Voilà les 3 activités par rapport à l'EPS qui va se dérouler toute la journée d'aujourd'hui et toute la journée de demain. Ceux qui n'ont pas postulé pour faire les épreuves facultatives, à savoir le dessin et la musique, c'est eux qui ont commencé. Ceux qui ont fait la musique le matin viennent ce soir jusqu'à demain. Ceux qui font le dessin iront donc aux épreuves physiques et sportives. Il y a une, comme a dit, qui s'est blessée. Bon, c'est pas si grave, mais elle ne peut pas courir. Bon, encore que certainement n'a pas encore fait le soir. C'est ce que la Croix-Rouge et l'infirmière nous a dit. Mais c'est pas bon, c'est une entorse. Quelques candidats rencontrés après leur évaluation se sont réjouis d'avoir tiré leur épingle du jeu, tout en espérant obtenir de meilleures notes lors de la prochaine délibération. À l'EPS, on a eu à faire 3 activités. Le saut en longueur, la gymnastique et le lancer de javelot. Il y a eu aussi des matières facultatives, la musique, le dessin, ainsi de suite. Mais moi, j'ai eu à faire la musique. Bon, j'étais heureuse, tout était bien passé, mais au sport, j'ai eu du mal pour le lancer de javelot. Bon, dans la journée d'aujourd'hui, nous avons eu à faire les épreuves facultatives. Moi, j'ai eu à faire la musique. Donc ce soir, je suis venue à l'EPS. J'en ai fait la gymnastique, le lancer de javelot et le saut en longueur. Ce qui m'a paru très difficile, c'était le lancer de javelot, parce que je l'ai fait il y avait plus longtemps. J'attends de bons résultats, ainsi possible même la bourse. Je suis vraiment content parce que j'ai d'abord coupé le plus facultatif qui est la musique. Donc arriver là, les trucs étaient faciles pour moi parce que c'est les trucs que je maîtrisais auparavant. Donc c'était très facile pour moi. Par rapport à l'EPS aussi, c'était vraiment cool pour moi parce que c'était les trucs que je maîtrisais très bien. Donc je l'ai bien fait et je suis vraiment content. Pour la suite, je suis sûr à 100% par la grâce de Dieu que je suis bien. Tout en soulignant les avantages dont bénéficient les candidats ayant pris part aux épreuves facultatives, le superviseur général du bac du Borgo et de la Liborie est revenu sur la suite du processus. Nous allons délibérer mercredi pour faire la prévision qui ont fait le premier groupe, à savoir les admissibles qui ont fait le sport. Ensuite, ceux qui ne pourront pas traverser iront à l'oral. C'est pour avoir un bonus. Si vous avez 12, vous gagnez 2 points sur la somme de vos points. Si vous avez 15, c'est 5 points. Mais si vous avez 11, vous perdez. Bon, l'appel, c'est que les parents, pour les enfants qui sont refusés, de les calmer, de les conseiller. Pour dire que parfois quelqu'un dit que l'échec est une autre réussite. Parce que l'année prochaine, on ne peut pas répéter les mêmes erreurs. Pour ceux qui ont réussi, je souhaite que les parents les canalisent pour que trop d'émotions ne conduisent pas au désespoir. Les regards sont désormais tournés vers la deuxième délibération prévue pour le mercredi prochain.
Le journaliste béninois Komlan Hugues Sosoupé, promoteur du média en ligne Olofofo, a été officiellement placé sous mandat de dépôt ce lundi 14 juillet 2025 après sa présentation au juge des libertés et de la détention de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Son interpellation survenue le 10 juillet 2025 à Abidjan suscite une vive polémique, notamment sur les conditions de son arrestation et de son transfert vers le Bénin. Selon l'un de ses avocats, Maître Aboubakar Paparapé, 4 chefs d'accusation ont été retenus contre le détenu. Incitation à la rébellion, incitation à la haine et à la violence, harcèlement via les technologies de l'information et apologie du terrorisme. Devant le juge, le journaliste aurait nié l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Hors de nos frontières à présent, 20 ans d'emprisonnement, c'est la peine requise par le procureur contre l'ancien aide de camp de Guillaume Soro, le commandant Abdoulaye Fofana, lundi 14 juillet 2025 au tribunal de première instance d'Abidjan. Les détails avec Faouzia Sefou. Abdoulaye Fofana a été arrêté en mai 2022 à Abidjan après 3 ans d'exil en France. Mais pourquoi Abdoulaye Fofana est-il rentré en Côte d'Ivoire? C'est la question du procès de l'ex-militaire. Je le cite, « Je voulais voir mon père avant son décès », assure le principal accusé sans dissiper les zones d'ombre relevées par le procureur. Comment il a contacté des militaires avant de rallier à Abidjan début mai 2022. Je prenais des nouvelles, justifie l'ancien aide de camp. Le président relit des procès-verbaux d'audition. Certains des causes accusées y affirment qu'Abdoulaye Fofana aurait parlé de projet de coup d'État. Des propos aujourd'hui retirés. Des on-dit s'agace l'ancien officier qui met en avant son expérience. Pour faire un coup d'État, il faut des moyens. Il n'y en a pas. Le procureur ironise, c'est un habitué. L'avocate du commandant Fofana juge quant à elle le dossier vide. Il n'y a rien, il n'y a pas de quoi ramouner une cheminée. Ce sont des déclarations qu'on prête aux uns et aux autres. Pour Maître Kadija Touré, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale qu'on vise à travers son aide de camp. C'est un complot contre le président Soro Guillaume. Ça et là, ce sont ces partisans qui sont arrêtés et on force la recherche des infractions. L'avocate demande l'acquittement de son client. Le délibéré est attendu pour le 28 juillet 2025. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous à présent au Mali pour parler de l'affrontement entre l'armée et les rebelles Touaregs du FLA entre Kidal et Anéfis. Violent accrochage lundi 14 juillet 2025 entre l'armée malienne et ses alliés russes de Africa Corps contre les rebelles indépendantistes Touaregs du Front de libération de la Zawad dans la région de Kidal où l'armée a récemment dépêché un important renfort. Dans un communiqué laconique publié à la mi-journée de ce lundi, l'état-major des armées maliennes informe qu'une de ses patrouilles a accroché un groupe terroriste dans les localités de Kidal et Anéfis, dans le nord du Mali. Les combats sont en cours, ajoute la direction de la communication de l'armée. Depuis cette déclaration, plus de commentaires officiels sur l'accrochage. En revanche, 2 sources militaires maliennes interrogées affirment que, je le cite, l'ennemi a été énergiquement repoussé. Fin de citation. Côté rebelle du Front de libération de la Zawad, le discours officiel est triomphant, montrant des images présentées comme étant celles de l'accrochage des responsables de ce groupe armé revendique. Une victoire indiscutable contre l'armée malienne et ses alliés russes. Pour rappel, la semaine dernière, un important renfort militaire a quitté le sud du Mali pour la région de Kidal. Composé de militaires maliens et de Russes, de Africa Corps au bord de plusieurs dizaines de véhicules, la mission a 2 objectifs. Le ravitaillement des positions de l'armée malienne situées dans cette région ayant une frontière avec l'Algérie. L'autre objectif est d'installer des chefs militaires récemment nommés. Dans la région de Kidal, l'armée régulière a 2 adversaires, les djihadistes du Djim et les rebelles du FLA.
Au Soudan, pour terminer, des militants soudanais ont déclaré que les forces paramilitaires de soutien rapide, FSR, avaient tué près de 300 personnes dans les attaques lancées samedi dans l'état de Kordofan du Nord. L'armée a pris le contrôle du centre et de l'est du pays, tandis que les FSR s'efforcent de consolider leur contrôle sur les régions occidentales, y compris Kordofan du Nord. Selon le groupe de défense des droits de l'homme Emergy Lions, les FSR ont attaqué plusieurs villages samedi autour de la ville de Bara que les paramilitaires contrôlent. Dans un village Chang, plus de 200 personnes ont été tuées par incendie ou par balle. Des raids de pillage dans d'autres villages ont tué 38 civils, tandis que des dizaines d'autres étaient portés disparus. Le lendemain, la RSF a attaqué le village de Ilat, tuant 46 personnes, dont des femmes enceintes et les enfants. Plus de 3400 personnes ont été contraintes de fuir, selon les Nations Unies. En note sportive, dans ce bulletin d'information, l'équipe féminine de tennis du Bénin prend part à la Billie Jean King Cup. La compétition, qui regroupe 12 pays africains, se déroule du 14 au 19 juillet à Kigali, au Rwanda. La sélection béninoise qui participe pour la toute première fois à la compétition tentera de se faire une place de choix, composée de 5 joueuses et 2 responsables à la délégation béninoise séjourne à Kigali depuis quelques jours pour bien s'acclimater. Voilà tout pour ce bulletin d'information, amis internautes de Guérite TV Monde. Bien à vous, Bérangère Boléan. Rendez-vous demain pour d'autres actualités avec vous. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission avec la météo du jour. Dans la note culturelle, nous sommes à présent, mesdames et messieurs, sachez que du 22 au 25 juillet 2025, la ville de Cotonou vibrera au rythme de la Semaine nationale des arts et de la culture SENAC. C'est une semaine riche en couleurs, en sons et en émotions, placée sous le thème, je cite, héritage et innovation. La culture comme moteur de développement. Au programme, mesdames et messieurs, concert live avec des artistes de renom et des jeunes talents. Exposition d'art contemporain et d'artisanat local. Danse traditionnelle et spectacle de contes. Conférences, ateliers créatifs et rencontres littéraires et autres programmes. Dégustation de mets du terroir et animation culinaire. Et cet événement culturel, mesdames et messieurs, est organisé par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Cet événement vise à promouvoir l'identité culturelle béninoise tout en valorisant les expressions artistiques modernes. Une semaine, ce n'est que du 22 au 25 juillet prochain et l'entrée, elle est gratuite pour tous les Béninois et visiteurs qui désirent participer à cet événement et célébrer cette richesse commune. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la note culturelle de ce jour.
Merci, mesdames et messieurs, de nous retrouver dans l'interview matinale de ce jour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Sylvain Azenko. Avec lui, nous allons parler de la candidature de Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. Sylvain Azenko, bien le bonjour. Bonjour, madame. Voilà, Paul Biya pose encore sa candidature pour un 8e mandat présidentiel. N'est-ce pas une candidature de trop? Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous m'offrez afin d'intervenir ou de m'opiner sur la candidature annoncée du président Paul Biya. Oui, c'est vrai. On peut penser, l'opinion publique peut penser que c'est une candidature de trop, mais il faut d'abord se questionner ou poser des questions sur d'abord le système politique camerounais. Est-ce que le système politique ou le régime politique camerounais lui offre cette opportunité de se représenter? La première question, d'ailleurs. Et la deuxième question à laquelle il faut répondre, c'est de savoir si la constitution camerounaise lui en donne l'opportunité. Et la troisième question, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas préparé quelqu'un qu'il se représente? Alors, ces trois questions vont nous permettre de comprendre ou de savoir ce que le régime ou bien ce que Paul Biya a eu à faire au Cameroun pour qu'aujourd'hui, il se lance dans une 8e candidature à la tête du pays. Alors, la première question, la réponse à la première question, c'est de dire que le système politique camerounais est un système de monolithisme. C'est du monolithisme politique, même si de loin, vous voyez qu'ils sont dans le pluralisme politique, mais c'est du monolithisme qui n'est que le résultat du système à partie unique que le Cameroun a eu juste après la période coloniale. Donc, dans ces conditions, même si nous voyons qu'il y a de petits partis qui sont là ou bien des candidatures qui peuvent le concurrencer, il s'agit d'un monolithisme dans lequel les élections sont sans choix, ce que François Baya appelle les élections sans choix en Afrique. Et donc, Paul Biya a toutes les, il a avec lui toutes les faveurs, non seulement de la Constitution, mais aussi du système, c'est-à-dire les facteurs systémiques du système politique camerounais lui offrent l'opportunité d'être candidat. Puisque nous sommes dans un monolithisme politique. Et dans un monolithisme politique, c'est des élections sans choix, où les résultats sont connus d'avance avant même que l'on aille aux élections. Deuxième hypothèse qu'il faut poser, c'est que quand vous prenez le régime politique camerounais, il n'y a pas de limite, pour être candidat, il n'y a pas de limitation de mandat, il n'y en a pas, non seulement de limitation de mandat, mais aussi il n'y a pas de limitation par rapport à l'âge. Donc, Paul Biya n'a pas commis de crime, donc il est dans ses droits constitutionnels. Maintenant, troisième hypothèse, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'a pas préparé quelqu'un qu'il se représente pour un 8e mandat? Mais cette question, si on doit faire un retour en arrière, vous savez, quand vous questionnez l'histoire de Monsieur Kanto, il s'appelle, l'avocat, le grand intellectuel Kanto. Mais celui-là peut brillamment remplacé, mais c'est parce que le système même monolithique dont j'avais parlé tout à l'heure du Cameroun offre ou bien fait le lit à ce qu'on nous appelons la gérontocratie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le système a été formaté au point où ce sont des vieux, à moins que ces vieux-là quittent la scène politique avant qu'on ne pense même au renouvellement de la classe politique. Sinon, vous allez voir que ce soit au Sénat, que ce soit à la présidence, que ce soit à la Chambre des représentants, que ce soit dans les grandes institutions, vous allez voir, ce sont des vieux qui ont réfléchi pendant longtemps avec le soutien des jeunes. N'oubliez pas ça. Parce que c'est ça la qualité même du système politique camerounais. C'est-à-dire les vieux qui officient reçoivent le soutien
des jeunes qui normalement devaient être la relève préparée. Parce qu'il y a ce que nous appelons, quand les partis politiques, nous faisons l'étude des partis politiques, il y a ce que nous appelons la fonction de relève que les partis politiques essayent de jouer. Donc, ils n'ont pas préparé. Mais, ou bien ces jeunes qu'ils préparent, ces jeunes, ils trouvent que, cette géographie trouve que c'est après qu'eux, ils vont quitter la scène politique que ces jeunes-là seront la relève. Vous voyez? Et donc, dans ces conditions, je ne vois pas, les gens, ils peuvent avoir 100 ans, à moins qu'ils quittent par la mort la scène politique. Il n'est pas là. J'ai suivi quelqu'un du Cameroun, je crois, un homme de la société civile qui disait avant-hier que, mais c'est pas, Paul Biya est candidat, ou bien Paul Biya est élu président de la République. Mais Paul Biya ne reste pas dans le pays, c'est d'autres personnes qui gèrent le pays. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toute une gérontocratie qui a été mise en place. Il y a toute une équipe, il y a toute une oligarchie gérontocrate qui a été mise en place. Et c'est cette gérontocratie qui gère le pays. Voilà. À vous comprendre, à vous entendre, Monsieur Azankpo, seule la jeunesse peut, la jeunesse camerounaise bien sûr peut, comment dirais-je déjà, changer sa destinée. Très bien, mais cette jeunesse, c'est ce que je dis. Quand si vous me suivez, vous suivez la troisième partie de mon intervention, c'est que quand vous suivez même cette jeunesse qu'on peut estimer ou bien on peut imaginer que cette jeunesse peut se révolter et prendre le pouvoir, cette jeunesse est d'abord profite de la corruption de cette gérontocratie. Et donc, comme on le dit naturellement chez nous, lorsque les jeunes ont quelque chose dans la bouche, ils n'ont plus la capacité de parler. Donc, s'ils parlent, ce qu'ils ont dans la bouche, ça va tomber. Et donc, ces jeunes profitent aussi, cette jeunesse profite aussi de la corruption mise en place, du système de corruption mis en place par cette gérontocratie camerounaise, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se rebeller contre le système gérontocrate et monolithique du Cameroun. Comment régler quand même ces problèmes de chômage, de conditions de vie précaires, insuffisance d'eau potable dans certaines villes du pays? Que peut exactement l'homme à 92 ans pour le pays? Mais l'homme à 92 ans pour le pays n'est plus efficace pour le pays. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure que ce n'est pas lui qui gère le pays. Ce n'est pas lui. C'est-à-dire, il y a une équipe, c'est un système, quoi. C'est pourquoi je dis c'est un système monolithique. C'est un système, et ceux qui administrent ce système-là sont dans l'ombre et non seulement informés des hommes d'un certain homme âge, mais aussi d'une jeunesse qui profite de la corruption de ce système. Et donc, s'il faut changer, Paul Biya ne peut pas réussir. Je peux dire Paul Biya, ce n'est pas lui qui gère le pays. Paul Biya est seulement la tête. Il profite ou bien, il fait ce qu'on appelle la redistribution. Suivez-moi très bien. Il fait ce qu'on appelle la redistribution des retombées de la corruption du pouvoir monolithique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il utilise la corruption pour faire taire ceux qui sont capables de se rebeller contre lui, et il les utilise maintenant pour gérer le pays. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que on n'efface pas toute cette, cette catégorie d'hommes politiques à la tête du Cameroun, si on ne fasse pas, vous savez, on ne peut espérer rien. Paul Biya sera président, mais ce ne sera pas lui qui va gérer le pays. Ce sera ceux qui sont dans les cercles qu'on appelle institutionnels, le cercle institutionnel fermé, ce sont ceux-là qui vont diriger le pays. Et donc, moi, je ne trouve pas, si les gens pensent que c'est ce Paul Biya qui, à 92 ans, qui gère le pays, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Paul Biya n'est pas là pour gérer. Et donc, il n'aura pas d'amélioration dans la gouvernance. Il n'y aura pas d'amélioration. Parce que c'est tout un système qu'ils ont mis en place. Et ceux qui sont là pour servir le système sont dans l'ombre. Ils sont là. Ce sont eux qui administrent le système. Alors, pour finir, plus d'autres questions, mais Sylvain Azankpo, à vous entendre, les résultats de l'élection présidentielle à venir sont connus. Les Camerounais sont les seuls à être à la base de leurs problèmes actuels. Si le système politique n'est pas renouvelé, n'est pas changé, les Camerounais seront toujours face à leur destin actuel. Oui, bien sûr, je vous réponds directement par le oui. C'est pourquoi je vous dis, suivez très bien les expressions que j'utilise. C'est un système monolithique. Monolithique, qui utilise la corruption pour créer d'autres cercles de services, c'est-à-dire d'autres cercles qui viennent servir ce monolithisme. Et donc, les Camerounais, sont les seuls responsables. Ce sont eux qui peuvent se rebeller, mais s'ils se rebellent,
C'est comme ce qui se passe au Togo. C'est comme ce que vous avez au Togo. C'est-à-dire, il y a un groupe, une partie de la population qui peut se rebeller. Mais quand cette partie de la population se rebelle, il y a en même temps d'autres groupes qui utilisent la corruption pour les faire taire. Et puis c'est fini. Les luttes tombent. Donc, les Camerounais sont les seuls responsables. Et il y en a. Dans la société civile, à les écouter, ils vont vous dire que tout va bien au Cameroun. Il y a une partie de la société civile qui dit ça. Mais tant que ceux qui vont se rebeller disent qu'il y a plus d'amélioration avec ce système, sont en train de le dire, alors vous ne verrez pas de changement, vous n'aurez pas de changement, à moins que toute cette équipe de la gérontocratie camerounaise puisse quitter et vous aurez la paix. Merci à vous, Sylvain Azanko, pour toutes vos explications et toutes vos analyses. Hein. Très bonne suite de journée à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie et je suis toujours disponible pour vous. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à suivre la revue de presse avec Anselme Orisha. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Diplomatie pour démarrer cette revue de presse. Le président béninois Patrice Talon reçoit ce jour, mardi 15 juillet 2025, son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye en visite de travail officiel au Bénin. L'information est rapportée par les parutions dont La Nation, Fraternité, La Boussole. Cette visite du président sénégalais à Cotonou, qui intervient après une tournée dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, marque un renforcement des liens bilatéraux entre Dakar et Cotonou, renseigne La Nation. Fraternité voit une nouvelle dynamique dans la coopération sud-sud. Selon le planning de cette visite de 2 jours, un tête-à-tête est prévu entre les deux chefs d'État, rapporte le journal du service public La Nation. À en croire l'apparition, les discussions devraient porter sur la coopération régionale, la sécurité sous-régionale et le développement économique, visant à renforcer les relations entre les deux nations. À l'issue des échanges, une déclaration conjointe de presse des deux présidents est également au rendez-vous. La visite du président Diomaye Faye au Bénin, la première d'ailleurs depuis son investiture en avril 2024, rappelle La Boussole, s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Cotonou, sur fond de recomposition des équilibres diplomatiques en Afrique de l'Ouest, souligne La Nation. Dans un contexte marqué par l'instabilité politique avec l'avènement de l'Alliance des États du Sahel, souligne Fraternité, le Bénin et le Sénégal perçus comme des bastions de stabilité démocratique ont un rôle à jouer dans la refondation des solidarités ouest-africaines, alerte La Nation. À l'issue de cette rencontre d'échange, Fraternité espère la signature d'accords de coopération entre les deux chefs d'État pour renforcer la coopération sud-sud. Les attentes étant donc nombreuses, la réussite de cette visite dépendra de la mise en œuvre rapide des accords, projets et de l'amélioration conjointe des différents enjeux évoqués, conclut le journal. Dans la suite de cette revue de presse, La Boussole, Fraternité, le pays émergent La Nation, Maté Libre renseigne que le journaliste béninois Komlan Hugo Sosukba a été placé sous mandat de dépôt après son arrestation à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 10 juillet 2025, suivi de son extradition spectaculaire au Bénin. Après son audition à la Criette ce lundi 14 juillet 2025, le célèbre journaliste et web activiste fait désormais face à 4 chefs d'accusation, renseigne Maître Aboubakar Baparapé, membre du collège de ses avocats. Incitation à la rébellion, incitation à la haine et à la violence, harcèlement par le biais d'une communication électronique et apologie du terrorisme sont les faits qui lui sont reprochés, renseigne l'avocat, rapporte les parutions. Arrêté hors du Bénin et extradé, Hugues Komlan Sosukpa se sent piégé. Selon Maté Libre, le journaliste qui s'est dit réfugié avec une carte de réfugiés togolaise argue d'après lui que la Côte d'Ivoire n'aurait pas dû l'extrader en raison de sa protection par les Nations Unies en tant que réfugié vivant au Togo. D'ailleurs,
ailleurs, l'arrestation de Komlan Hugo Sosukwe a suscité des réactions de la part d'organisations et des partis politiques, rapporte le Matin Libre. Pendant que Reporters sans frontières condamne la violation de son statut de réfugié, le parti politique d'opposition, les démocrates, lui exige sa libération immédiate, appelant les autorités béninoises et ivoiriennes à fournir des explications concernant ses droits et son traitement. Mais en attendant, le mis en cause est maintenu en détention provisoire et retourne à la prison civile de Ouida où il séjournera jusqu'à son procès, dont la date pour l'instant n'est pas dévoilée. Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle, quant à elle, a rendu public le chronogramme des élections générales de 2026, renseigne Fraternité Décryptage Info. Cette publication du calendrier électoral, faite ce lundi 14 juillet, marque une étape majeure du processus électoral dans un esprit d'ouverture, de transparence et de rigueur institutionnelle, font savoir les quotidiens. Selon la note, les électeurs béninois seront appelés aux urnes à 2 reprises en 2026 pour les élections législatives fixées au 11 janvier, puis pour l'élection présidentielle qui se déroulera en 2 tours respectivement les 12 avril et 10 mai. Dans le calendrier rendu public par la Cour, la réception des candidatures pour les législatives est prévue dès septembre 2025 avec une campagne électorale qui s'étendra de décembre à janvier. Quant à la présidentielle, les dépôts des dossiers, la campagne et les examens médicaux des candidats sont prévus entre novembre 2025 et mars 2026, conformément aux exigences constitutionnelles. Le reste des programmes est à lire dans les colonnes des journaux, dont Fraternité. Toujours dans la perspective des élections générales de 2026, le journal du service public La Nation et Décryptage Info nous renseigne que la liste électorale informatisée provisoire est transmise à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Selon La Nation, la transmission officielle des statistiques de la liste électorale informatisée provisoire a eu lieu ce lundi 14 juillet 2025 au siège de la Sénat. Ce document contient tous les chiffres sur les électeurs, que ce soit au plan national ou local. Cette étape marque un tournant important dans le processus de préparation des élections générales de 2026 et s'inscrit dans le cadre du respect légal du délai conformément aux dispositions du code électoral, fait remarquer la parution. Avec cette transmission dans les délais, le processus électoral béninois continue de suivre son cours sous le signe de la rigueur et de la collaboration entre institutions, conclut La Nation. Mesdames et messieurs, amis de la revue de presse, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les confrères de la presse écrite ce mardi. Merci de nous avoir suivis. À demain. Place maintenant à la citation du jour. Mesdames et messieurs, vous ne contrôlez pas toujours le vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Gardez tout simplement le cap, même quand les circonstances ne sont pas idéales. Mesdames et messieurs, à demain.